C'est un terme qui a fait son irruption sur les plateaux de télévision et de radio en France il y a quelques mois maintenant. Le wokisme serait une dangereuse menace pour la société hexagonale selon ses détracteurs, souvent classés à droite et à l'extrême droite. Mais le wokisme, qu'est-ce que c'est? Ne s'agit-il pas d'abord d'une arme sémantique et idéologique des néoconservateurs? On en parle avec vous, Alex Mahoudeau. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous publiez chez Textuel La panique woke, anatomie d'une offensive réactionnaire. D'abord, Alex Mahoudeau, c'est quoi le wokisme? Alors le wokisme, comme vous l'avez dit, c'est un terme qui, au départ, vient du terme woke, qui vient d'une forme de l'anglais qu'on pratique aux États-Unis. Qui veut dire réveiller. Tout à fait, qui veut dire réveiller, et qui a été repris à partir de 2021 par des commentateurs, des analystes et des intellectuels plutôt conservateurs pour désigner un peu tout ce qu'ils n'aiment pas, il faut bien le dire, les excès perçus par eux du féminisme, des mouvements LGBT, antiracistes, des mouvements liés à la lutte des classes, etc. Et donc en effet, dans ce sens-là, c'est un terme qui a été utilisé pour diaboliser en fait un certain nombre de formes d'activisme. On a clairement l'impression que ceux qui attaquent le wokisme en sont aussi les principaux promoteurs. Alors, vous parlez de panique woke. Qui panique selon vous? Alors qui panique, à mon avis, c'est les gens qui ont accès, disons, aux plateaux de télévision, aux colonnes des journaux, aux contrats d'éditeurs pour pouvoir écrire, commenter sur ce sujet et qui cherchent tout simplement à avancer en quelque sorte masqué en dénonçant les formes de mobilisation qu'ils n'apprécient pas. Et ils vont le faire non pas en présentant, disons, des formes d'argumentation rationnelle posées sur des faits ou des analyses de fond, mais bel et bien des arguments qui sont souvent de l'ordre de l'émotionnel, de la moquerie ou de la caricature. Alors, on a vu avec la nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale surgir menaces et insultes à droite et à l'extrême droite. On l'a qualifié de woke, de racialiste, d'indigéniste. Qu'est-ce qui inquiète tant le camp nationaliste conservateur? Je pense qu'il s'agit davantage, dans ce qui concerne M. Ndiaye, d'une question de signal. Manifestement, sa nomination a été un désaveu pour son prédécesseur, M. Jean-Michel Blanquer, qui lui, justement, s'était attaqué au wokisme. Il avait participé justement à une conférence, je crois, à la Sorbonne. Il avait été très critiqué. Tout à fait. Mais également, il faut voir que cette gestion de Jean-Michel Blanquer, c'est pas seulement fixé sur le wokisme, c'est que c'est quelqu'un qui était globalement mal perçu de ses services. Maintenant, M. Ndiaye, lui, a été décrit de cette façon. Il faut voir que ce n'est pas un extrémiste ni un radical. C'est un monsieur qui a une histoire intellectuelle de réflexion sur le racisme, mais il travaille depuis longtemps dans les institutions républicaines. Ça n'est pas l'arrivée des Black Panthers au ministère de l'Éducation nationale. C'est aussi peut-être parce qu'il est noir qu'il a provoqué aussi ce genre de réaction, non? Ça nécessiterait d'être dans la tête des gens qui en parlent. Force est de constater qu'on a un certain nombre de ministres qui sont issus de ce qu'on appelle de façon impropre en France les minorités visibles, qui ont été l'objet de ce type d'accusation, oui. Mais la défense des droits des minorités, c'est pourtant une des composantes essentielles du droit français et de sa Constitution. Tous égaux, non? Oui, en principe. Et c'est là qu'on trouve une forme de paradoxe. C'est que souvent, ce qui est opposé à ce prétendu wokisme, c'est l'universalisme républicain. Mais comme ont pu le montrer des gens comme par exemple la chercheuse Mame Fatou Niang, l'universalisme, c'est également ce qui conduit aux idéologies, aux visions et aux mouvements qui sont présentés comme étant wokistes. Donc en fait, il y a là un conflit au sein de cet universalisme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on convoque l'universalisme, la laïcité, mais pour combattre des choses qui ne plaisent pas, en fait. On a l'impression aussi, pour être très clair, que les termes wokistes et islamo-gauchistes d'aujourd'hui se sont substitués aux judéo-bolcheviques d'hier dans la bouche des partisans d'extrême droite. Non, je me trompe quand je dis ça? Vous n'avez pas complètement tort. Je ne sais pas si je parlerai des judéo-bolcheviques, mais force est de constater que le mouvement conservateur et le mouvement réactionnaire ont eu de nombreux anathèmes comme ça. Il y a eu la bien-pensance, le droit de l'homisme. Sur Internet, on a beaucoup parlé des social justice warriors. Avant ça, il y avait la culture adversariale des intellectuels, etc., etc. Et moi, ce que je fais dans mon livre, c'est un peu une histoire du fait que ce phénomène qui est soi-disant tout nouveau est en train d'émerger. En réalité, on en parle depuis très, très longtemps à droite. Et oui, et puis certains chercheurs, justement, ont rapproché les thèses d'Éric Zemmour de celles de Barrès, par exemple, un siècle plus tôt. Donc on a l'impression qu'on rejoue un peu toujours la même chose avec cette fameuse menace. Il y a eu l'histoire du grand remplacement d'Éric Zemmour qui n'est fondée sur rien. C'est une théorie fantaisisme de M. Camus. Et pourtant, on l'a beaucoup vu sur les plateaux de télévision et de radio. On en a beaucoup parlé, décrypté. D'ailleurs, Éric Zemmour a aussi imposé son tempo au début de la campagne présidentielle. Oui, ça s'est effondré après. Oui, tout à fait. Je pense que déjà la rhétorique réactionnaire, elle ne change pas. Albert Hirschman a écrit son grand livre 2 siècles de rhétorique réactionnaire
réactionnaire il y a un certain temps maintenant, et finalement on est toujours dans les mêmes formules qu'à l'époque. Par ailleurs, il faut aussi voir que si on regarde un peu du point de vue de l'économie des médias, produire de l'information c'est cher, c'est coûteux, c'est dangereux pour certaines personnes qui le font, alors que inviter, disons, des chroniqueurs, des intellectuels, des éditorialistes qui ont toujours plus ou moins un bouquin à vendre sur ce qui se passe dans le monde et qui peuvent commenter sur un peu tout, ça coûte beaucoup moins cher et donc ça occupe des plateaux télé. Est-ce qu'il y a aussi une rupture générationnelle, et c'est la dernière question que je voulais vous poser, entre justement les jeunes d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus dans l'acceptation des minorités, dans la défense aussi, et peut-être leurs aînés qui le sont moins? Alors c'est ce que semblent laisser entendre certains de mes collègues, notamment je pense aux équipes dirigées par Vincent de Sibéry, qui a montré ça dans Génération désenchantée, son récent ouvrage. Maintenant, il faut aussi voir que sur le long terme, on a toujours, et ma foi, les anciens qui se plaignent du fait que les nouveaux vont trop loin, dépassent les bornes. Ça, c'est pas nouveau non plus. Et ça, ce n'est absolument pas nouveau. Et c'est aussi bien ça qu'on voit. Moi, je cite un certain nombre de personnes qui se plaignent du fait que sur les campus, ça va trop loin, alors que de leur temps, il y avait déjà des gens qui se plaignaient de la même chose. Ouais, merci Alex Mahoudeau d'avoir été avec nous. Vous publiez donc la Panic Walk chez Textuel, un ouvrage très intéressant et très bien documenté.